quelqu'un m'a fait rire tout à l'heure en adressant un message à l'homme d'Amiens en France. Il dit, la France a quitté l'euro au niveau de huitième des finales ou quart des finales. Je ne maîtrise pas bien ces choses. Ça doit être huitième des finales, tout simplement parce qu'un Français a giflé Macron. Voilà. C'était une façon de vous faire rire ce matin. Moutabazi, Sekimonia est avec nous, économiste, bonjour. Bonjour, bonjour. Nous entrons dans la communauté économique est-africaine. Les avantages et les inconvénients par rapport aux accords signés avec aussi les voisins. Il y en a qui ont une peur bleue dans la peau. Ils disent, c'est maintenant l'exploitation légale de nos minéraux. Le Congolais, comme on dit, Chim Kamet m'a toujours dit, peureux, un peu peureux là. Quel est votre regard, votre lecture des événements? Je dis qu'il faut voir deux parts de choses. Pourquoi s'ouvrir même au centre, à l'est, à l'ouest? Je dis que ce n'est pas encore le moment parce qu'on n'a pas encore acquis une certaine maturité. Je dis pour que même l'Afrique centrale se développe, on doit être en mesure d'imposer les caprices de la RDC. Ça veut dire qu'on doit imposer nos règles de jeu pour créer de l'emploi, pour créer des marchés aux Congolais, pas au Congo. On ne doit pas s'ouvrir encore? Non, je ne pense pas, mais c'est idéologique. Il y a d'un côté, il y a des gens des Congolais qui pensent que, comme Sarkozy avait raison, pour qu'il y ait la paix en RDC, on doit partager nos richesses. C'est idéologique. Est-ce que ce ne sont pas les globalistes qui imposent aussi aux dirigeants africains, avec un sous-traitant, un courtier qui est connu, ils ont trouvé que le sang a beaucoup coulé en utilisant ce courtier. Cette fois-ci, il faut que ça soit légal, qu'il y ait la traçabilité et qu'ils se retrouvent encore pour bien raffiner l'or, le coltan chez les courtiers. Non, c'est pas du tout ça. Il faut regarder, c'est que la globalisation, c'est la compétition mondiale. C'est une compétition. C'est pas leur faute. Si on y va et sans comprendre les règles de jeu, c'est purement, je pense, le problème est beaucoup plus interne. On est en train de tourner quand même, selon certains analystes, tourner la page de l'histoire de la guerre dans les grands lacs. Pour le moment, ils veulent plus qu'on se rentre dedans parce que ce sont eux les commanditaires. Non, c'est beaucoup faux, c'est une fallacie. Je dis, c'est encore une guerre idéologique, c'est un débat idéologique qu'on n'a jamais tenu. Moi, je suis pour ceux qui disent on doit imposer les caprices des Congolais en Afrique pour la paix. Quels sont ces caprices? Par exemple, on va se dire, quand on parle du contrat au Rwanda, on peut bien dire aux Rwandais de nous donner 50% de la part des raffineries de la compagnie directement. Comme ça, on a les compagnies de raffinerie? Oui, on pouvait imposer nos caprices pour dire on ne vous donne rien si vous ne donnez pas 50% des actions dans cette compagnie. Mais ceux qui raffinent là-bas, ce sont les commanditaires des troubles dans la sous-région. On s'en fout. On pouvait imposer. On pouvait se dire c'est la globalisation. On va vous laisser l'or, mais vous donnez 50% des actions de cette raffinerie. Ça devait être négocié avant la signature des accords. Avant la signature. C'est pour ça que je dis on devait imposer nos caprices. On devait dire aux Ougandais, on devait imposer, même pour les pétrole, même pour le gaz. Il y a deux approches qu'on doit penser en RDC. En RDC, il y a beaucoup plus. Je dis le président s'en occupe et son équipe qui pense, je pense, ils donnent l'air d'avoir une approche de la Sarkozy à la Sarkozy pour dire, pour qu'il y ait la paix, il faut que le Congo donne ses mamelles à tout le monde pour sucer. Et moi, je suis de l'autre côté, je dis non. On doit être un Congo fort, on doit imposer notre caprice aux autres pour qu'il y ait la paix en RDC. On doit imposer. Parce que jusque quand on est en train de leur donner des rations. Nous allons réclamer 50% dans ces entreprises de raffinerie, alors que les matières viennent de chez nous. Est-ce qu'ils vont accepter s'ils refusent, quand il y a une véritable guerre ici, à cause des 10% que nous concède le code minier révisé? Véritable bataille, ils doivent tout emporter chez eux. Et moi, je dis c'est deux différentes guerres. Je dis chez eux, on pouvait les imposer. Parce que si on ne les impose pas, si on disait on ne les donne pas, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'auront pas à raffiner quoi? La pelouse.
Ils ont besoin de l'or congolais. En RDC, c'est un autre problème. En RDC, on a une autre approche. Ils vont envoyer les groupes armés, les entraîner jusqu'au terrorisme pour piller nos richesses. La preuve est que pendant cette période de l'état de siège, les mines artisanales sont en pleine exploitation. Et les qu'on se dise la vérité, quand on regarde les groupes armés, on nous dit qu'il y a 100, 300 groupes armés. Quand vous voyez les effectifs de ces groupes armés, il y a certains groupes armés qui ont 50 personnes. Ça veut dire aussi, on doit comprendre qu'en RDC, c'est nous-mêmes, on amplifie ce problème. On doit comprendre que l'ennemi numéro 1, à l'Est, c'est la pauvreté. Je continue de le dire. Tant qu'on ne s'attaque pas à la pauvreté, on amplifie tout le problème. On amplifie le problème. C'est sûr que oui, il y a plein de groupes armés. Oui, c'était des groupes armés d'autodéfense qui est devenu de... On ne sait plus qu'est-ce qu'ils défendent. Eux-mêmes ne savent même plus ce qu'ils défendent. Mais quand on met ça dans un grand tableau, il y a des groupes armés qui ont 50 personnes. On envoie des troupes de 500 pour chercher 50%. Il y a une autre approche on doit s'attaquer à ce problème. Et on doit comprendre aussi qu'est-ce que c'est que le piège socio-économique qui fait que de toutes parts, on peut les utiliser. Moi, je dis le grand piège socio-économique, on n'a pas encore compris en RDC comment tous ces madigas peuvent fonctionner. Quel est le piège, monsieur, socio-économique? Le grand piège, c'est, je dis, depuis l'indépendance. Je dis, on est forcé, vous et moi, d'être Moulouba, d'être en Hutu. Pourquoi? Quand vous allez, même pour avoir le passeport, on vous demande votre tribu et votre localité. Ça veut dire même la définition d'être congolais, elle est tribale. Non seulement elle est tribale, mais elle est ce qu'on appelle mon terroir. On doit avoir des terroirs. On doit éliminer ce soubassement, même de la notion de ce que fait qu'on soit congolais, et dire juste, quand on est né au Congo, on est congolais. Par ces faits, on va éliminer l'histoire l'histoire comme de Minembwe. Il n'y aura pas de raison pour se battre pour des territoires. Tant qu'on est congolais, parce qu'on est d'une tribu spécifique à un territoire, le problème va continuer. C'est le piège socio-économique et ça ne profite à rien. Vous nous ramenez dans des PM et des Dakar. Je n'y entre pas. Je voudrais qu'on parle Vous amenez ça en demi-Dakar. Tant qu'on réduit cette discussion qui est fondamentale à ce niveau de demi-Dakar, on n'a pas encore compris le piège. On doit élever le débat pour comprendre qu'est-ce qui est le piège, le soubassement des problèmes qu'on a en RDC, surtout à l'Est. Ce n'est pas question de demi-Dakar. Moi, je m'en fous de demi-Dakar. Mais je parle sur le plan socio-économique. Tant qu'on est défini par un territoire, par un tribu, pour être congolais. Au lieu du contraire, c'est un piège, c'est un frein socio-économique. Quels sont les avantages de notre intégration dans la communauté économique de l'Afrique de l'Est? Nous voyons là, nous basculons vers l'océan Indien. Cette fois-ci, c'est que ça va être légal avec la traçabilité des matières premières qui sortent, des cacao, coltan, or et autres, niobium, cassitérite. Les avantages, pour ne pas être un extrémiste, oui, mais les avantages que peureux à outrance. Si vous citez ces avantages, ce ne sont même pas ces avantages. Je dis, de l'autre côté, c'est un couteau à double tranchant. L'Est aussi, ces pays de l'Est souffrent à nous. Ça veut dire, si on a une bonne politique, on pourra imposer. On pourra les entrer dedans. Ils souffrent, on souffre. On est en train de s'ouvrir de deux parties. C'est un couteau à double tranchant. Maintenant, on peut se dire... Quelle est la première tranchant? La première tranchante, ça veut dire on est en défaveur. On a signé des contrats sans imposer nos caprices congolaises pour créer des marchés. Seconde tranchante. Seconde tranchante, ça veut dire en long terme, à n'importe quel moment, on peut changer notre mandat, notre politique économique et dominer ce marché. Si on comprend que la géopolitique, si on comprend que la globalisation, c'est la compétition, et ils se sont aussi ouverts à nous pour qu'on s'impose dans ces marchés. Et c'est cette voie qu'on doit entreprendre pour les 5 ans, pour les 10 ans, à long terme, comment on va s'attaquer et s'imposer. Qu'est-ce qui doit être bien négocié dans la praxis de cette adhésion? Le ministre du Commerce extérieur et ses collègues, c'est-à-dire ses collègues des secteurs interconnectés, qu'est-ce qui doit être
fait concrètement pour prévenir les dangers et nous imposer en tant que C'est trop tard. force? Oubliez, c'est à l'interne qu'on doit avoir un débat. C'est à l'interne qu'on doit se dire quel est notre agenda, qu'est-ce qu'on veut imposer en Afrique centrale. C'est à long terme. Maintenant, là, on prend les conséquences. On en fait des conséquences et on doit subir les conséquences. Mais heureusement, ce sont des matières. Par exemple, l'or, on ne peut pas tout tirer du même jour. On ne peut pas creuser tout l'or de l'Afrique, du Congo le même jour. Ça prendra du temps. Si on veut prendre le gaz méthane, ça prendra du temps. Ça veut dire que ça nous gagne, on a du temps pour rediriger nos tirs. Et ça va prendre peut-être une autre administration, peut-être une autre élection, mais c'est le débat qu'on doit se faire. On vient de faire des erreurs, mais ce ne sont pas des erreurs mortelles. Durant bientôt 30 ans, les minéraux sont sortis comme ça dans le bain de sang des Congolais. Maintenant qu'il faut regarder la vérité ou la réalité en face, permettre la traçabilité de nos minéraux et combattre la contrebande. Ça ne va rien changer. Gagner et n'est pas perdre des citoyens congolais. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une bonne approche là? On doit oublier. Moi, je dis que les mines, la traçabilité, ça ne va rien changer en RDC. Je dis augmenter le revenu du Congo. Par exemple, je continue à répéter, il faut même les contrats miniers. On réduit les taux de l'État même jusqu'à 0. On ajoute les salaires. On dit, vous payez le Congolais à ce prix. On ajoute le SMIC. On peut faire des lois pour qu'ils engagent plus de nationaux. Donc, vous êtes dans le lobbying de ces prédateurs qui veulent tout emporter à l'état brut. C'est réduire l'idée que je viens de dire. Moi, je suis lobby du Congolais. Je ne suis pas lobby de l'État congolais ou de ses prédateurs. Moi, je dis, ils vont creuser. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez donner un salaire décent aux Congolais avec quoi? Parce qu'il faut l'argent. Parce qu'on emporte tout à l'état brut. Non, ils peuvent emporter. Et pire encore, au lieu qu'on vienne transformer ici, on doit transformer chez ceux qui n'ont rien. C'est être aveugle pour voir le marché. C'est aveugle pour. Ils vont faire l'argent. Et tout ce qu'on va faire, c'est trouer la cage pour que ça coule. Ils vont payer. C'est nous qui c'est nous qui faisons qui payent pas le Congolais le droit. D'où ils trouvent les 10% pour payer l'État. Moi, je dis, ils ne doivent pas payer les 10%. D'où ils trouvent pour payer les gens. Ils vont faire l'argent. Mais je dis, au lieu de donner à l'État, donner aux citoyens congolais. C'est ça que je dis. C'est le citoyen congolais avant l'État. Et c'est le malheur qu'on a au Congo, c'est un certain consensus sur le développement. Et je dis, c'est un développement des idées coloniales pour dire, on doit raffiner au Congo. Je dis, non, on n'a pas à raffiner au Congo. On a à les faire payer. On doit les faire payer pour les Congolais. C'est tout ce qu'on a à faire. Les mines ne vont pas développer le Congo. Ce n'est pas les mines qui vont développer le Congo, ni l'agriculture. C'est la tête du Congolais. Mais on doit trouver les moyens. Oui, mais la première richesse d'un pays, c'est son peuple, le cerveau cultivé. Mais voilà. On passe le temps à parler du sous-sol et du ventre. On passe le temps à parler du sous-sol et du ventre. Le jour où on va commencer à parler de la tête et insister, c'est là où on va sortir du gouffre. Si on va imposer les caprices congolaises, ça veut dire qu'on va imposer les idées congolaises en Afrique. On l'avait déjà fait. Il y a jadis, on était le maître du terrain. Mais maintenant, aujourd'hui, on ne l'est pas à cause des notions idéologiques. C'est idéologique. Le jour où on aura un groupe, une administration qui va se dire non, on ne doit pas allaiter les voisins pour qu'ils nous foutent la paix. On doit imposer la paix. On doit comprendre le problème en RDC, c'est nous, c'est la pauvreté. Et la paix, on peut l'imposer par l'arme et voilà, on vous respecte. Non, pas du tout. Voilà. C'est la guerre économique. La guerre économique aussi, c'est une arme. La guerre économique, c'est une arme plus puissante que l'arme, que le fusil. C'est ça qu'on doit aller. On doit faire la guerre économique. Alors, il ne faut pas croire que tous ces gens sont les enfants de cœur congolais. Téléma, je ne dis pas la Mouka, parce que nous sommes déjà debout. La Mouka, on est ensemble. On est ensemble. Téléma, on est ensemble. Fongola Miso, ne soyez pas enfants de cœur ou applaudisseurs. On ne doit pas être enfant de cœur. Voilà. C'est la guerre économique. Merci. Merci. C'est Kimonyo.
Vas-y. Pas Wamagangu. Non, non, non. Voilà. Mais on est ensemble. Je prends une dame, j'ai préféré clôturer avec une dame qui est dans le social, dans l'humanitaire. Il y a encore de l'espoir pour les filles mères, comme celle de Paka Djouma, pour changer les mentalités, changer leur façon de faire. Et une femme, Seattle, on en parle avec elle, Sephora Mboui.